Et nous passons à la suite. Avant de démarrer, on va nous présenter rapidement Sébastien et moi, et puis nous laisserons l'espace à notre témoin, Claire, qui pourra se présenter et présenter l'entreprise. Donc, Sébastien, tu souhaites commencer? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Sébastien Gérard, consultant au sein d'Optime Ressources. Voilà, travaille aussi beaucoup avec Emmanuel sur les démarches management et compétences. Et dans notre organisation que je vous présenterai, mais vous connaissez tous très rapidement, je suis un des deux dirigeants d'Optime dans notre modèle de scope. Voilà, c'est des mandats qui nous sont confiés par nos salariés sociétaires associés. Bon, merci. Donc, moi, Emmanuel Sabrimoutou, associée au sein du cabinet dans lequel je travaille depuis bientôt 12 ans. Je suis à la fois coach, formatrice et consultante RH. J'ai un passé dans les ressources humaines. J'interviens essentiellement auprès des PME et des ETI pour les accompagner dans leurs problématiques managériales ou RH ou accompagner la croissance. Voilà pour moi. Claire. Oui, bonjour à tous. Et je suis ravie et je remercie Emmanuel et Sébastien de me proposer d'être témoin aujourd'hui et de partager mon expérience sur la démarche compétences avec vous ce matin. Donc moi, je suis Claire Marcon, je suis la responsable RH d'Acanea. Et pour vous présenter Acanea, je vais en quelques mots partager, si c'est possible, Emmanuel, du coup, les slides de l'entreprise. C'est tout à fait possible. Donc Acanea, comme je le disais, c'est une société qui est éditrice de logiciels, éditrice et intégratrice de logiciels. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on conceptualise des logiciels ERP de gestion pour les métiers de l'agroalimentaire et de la supply chain. Acanea, aujourd'hui, c'est 260 collaborateurs qui sont répartis sur toute la France, puisqu'on a 4 sites. Un site à Limonest, depuis lequel je vous parle, un site à Toulouse, à Marseille et à Lorient. C'est une société qui fait 27 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a plus de 2000 clients et qui vraiment a aujourd'hui comme objectif et comme raison d'être d'augmenter la performance des entreprises de l'agroalimentaire et de la supply chain par l'édition de solutions informatiques, donc vraiment nos logiciels ERP, mais également en faisant tout un accompagnement par nos experts métiers sur la mise en place de ces solutions. On fait partie du groupe aujourd'hui Isagri. La réunion RH lundi. Pardon, je suis désolée. J'ai dû être coupée. Je suppose que vous m'entendez de nouveau. Donc, on fait partie du groupe Isagri, donc, qui est également éditeur de logiciels, et c'est une véritable chance pour Acanea puisqu'ils comprennent parfaitement notre métier. On exerce le même. Et on a donc 3 gros marchés, comme je vous le disais, toute la partie filière agroalimentaire avec nos produits Connect Agro. On a des clients type Le Saint, Grand Frais, qui utilisent nos solutions. Sur la partie supply chain, on a 2 grands métiers qui se distinguent. La partie transport routier et logistique, avec des clients transporteurs routiers type l'AE. Et puis, au niveau logistique, on accompagne des clients comme Louis Vuitton dans leur logistique par nos logiciels. Et enfin, la dernière partie, je dirais que c'est plutôt le transport international et la partie douane. Donc là, on travaille pour des transitaires ou des commissionnaires. Et l'un de nos grands partenaires depuis le Brexit, c'est Eurotunnel, pour les aider dans toute leur démarche douane. Et le transit de produits entre l'Angleterre et notre pays. Donc voilà un petit peu nos marchés et l'édition de logiciels. Et alors, qu'est-ce qui finalement, si j'introduis notre sujet, nous a fait nous poser la question finalement de cette démarche compétence? Eh bien, vous le voyez peut-être derrière moi, dans mon fond d'écran. On est une entreprise qui a entrepris depuis 4 ans une démarche Great Place to Work. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est une entreprise qui est certifiée comme étant une entreprise où il fait bon travailler. Et dans ce cadre-là, on a une enquête qui, chaque année, nous permet d'obtenir des résultats et des recommandations. Et depuis 2 ans, on avait pas mal de recommandations qui portaient sur cette notion de parcours professionnel et de compétences. Donc, on le voit là, en fait, les axes de recommandation qu'on avait, c'était une
une clarification du système de promotion qui semblait très peu lisible pour nos collaborateurs. On avait également une vision que notre communauté de managers devait vraiment se former au développement des compétences pour continuer à accompagner le faire grandir de leurs collaborateurs. Et puis, il y avait vraiment une notion de nos collaborateurs ont besoin de reconnaissance de leur travail, de ce qu'ils produisent. Et donc, eh bien, on s'est dit qu'est-ce qui allait pouvoir répondre à ces enjeux-là. Eh bien, clairement, c'était la démarche GEPP, donc de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Merci beaucoup, Claire, pour cette présentation. On va pouvoir entamer la présentation de la démarche compétences chez Acanea, mais avant ça, ce sera intéressant de voir les réponses de nos participants aux 3 questions Klaxoon. On va faire le pendant ensuite de la présentation. Alors, on vous a posé 3 questions. On va découvrir ensemble le résultat du sondage. Donc, on est un peu plus de 20. Quelle est votre expérience de démarche compétences? Voilà, eh bien, vous avez... Bon, on n'a pas d'expert mise en œuvre. Claire, je pense que vous n'avez pas répondu. Non, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas biaisé les résultats. Mais c'est super, on va pouvoir apporter plein d'éléments du coup. Là, on a un quart des personnes qui disent ne pas connaître, un tiers qui disent connaître sans utiliser. On a quand même 4 personnes sur 10 donc, voilà, qui connaissent bien et qui pratiquent. Alors, côté management dans vos entreprises, où en êtes-vous? Eh bien, voilà, bah, c'est assez représentatif hein, quand même. 8% super bien équipés pour anticiper, pour être réactifs. Donc, merci, bah, vous pourrez apporter vos témoignages. Un tiers où tout est à faire. Voilà. Et puis, près de 60% avec quelques outils plus ou moins homogènes. C'est vraiment très représentatif de ce qu'on voit chez nos clients. Et à qui est utile une démarche compétence dans l'entreprise? Waouh. Alors, vous êtes un certain nombre à répondre que c'est utile pour la direction, les RH, les managers, les collaborateurs. Ce qui est intéressant, c'est que vous mettez ça au même niveau. Et on a un petit doute sur les représentants du personnel. Après, ça dépend probablement des contextes. Mais bon, je pense que tous ces points vont être réabordés. Tous ces points vont être réabordés par Claire et par Emmanuel. Merci beaucoup. Merci à vous. Du coup, Claire, maintenant que nous avons un peu une vision du paysage des participants, pour démarrer, si tu devais définir la démarche compétence en une phrase, qu'est-ce que tu nous dirais? Alors que c'est un peu difficile pour moi de le dire en une phrase, mais je vais tenter d'essayer de résumer ça. En tout cas, chez Acanea, ça a été un vrai travail déjà de cartographie de nos emplois et de nos métiers dans l'entreprise. Et ce travail-là, c'était en co-construction avec nos équipes, nos collaborateurs, pour pouvoir définir les finalités, les missions clés et les compétences, ainsi que toutes les connaissances que chaque emploi avait nécessairement besoin. Et c'était vraiment un outil clé d'évaluation et d'évolution dans l'entreprise. Voilà, c'était clairement l'objectif visé de cette démarche pour Acanea. Okay. Alors, donc du coup, ça donne l'objectif. Il y avait des enjeux qui sous-tendaient ces besoins-là chez Acanea? Oui, bah, clairement. Et je dirais que je pense que pour ouvrir, c'est vraiment important d'avoir l'objectif déjà bien en tête, mais on est chez Acanea, vous l'avez compris, on est éditeur de logiciels et intégrateur. Et donc, nous, on évolue sur un marché de l'emploi qui est déjà extrêmement tendu. On est dans un contexte de recrutement assez difficile, pénurique et avec des formations pas forcément très adéquates sur certains métiers. Donc, en fait, c'est dans cet enjeu, dans ce contexte-là que nous, on avait cet enjeu aujourd'hui de définir ces emplois-là pour se rendre attractifs déjà pour de nouveaux collaborateurs, parce qu'on a quand même de difficultés à recruter et c'était vraiment l'enjeu derrière, et de fidélisation de nos collaborateurs. J'ai présenté finalement nos constats Great Place to Work, mais une fois qu'on a fait ce constat-là,
L'idée était de dire c'est aussi des manques et il faut qu'on travaille dessus pour fidéliser nos collaborateurs. Donc vraiment, on est dans un contexte très particulier sur lequel on s'est posé des questions de recrutement et en interne, par nos résultats d'enquête Great Place to Work, où on s'est dit il y a un travail pour fidéliser nos collaborateurs autour de ça également. Ok. Et alors, du coup, on comprend qu'est-ce que c'est, les enjeux qui sous-tendent ces besoins. Et du coup, comment tu as structuré et mis en œuvre la démarche au sein d'Acanea? Oui. Alors, je dirais avant même de commencer sur la démarche, vous l'avez vu, il y avait un diagnostic qui avait été fait et c'est vraiment important pour comprendre l'objectif qu'on va avoir avec la démarche. Nous, chez Acanea, évidemment, il y avait un objectif, vous l'avez compris, par rapport à notre recrutement. Il y avait un objectif par rapport à la fidélisation de nos collaborateurs et ce qui nous avait parlé de la démarche. Mais c'est important de le garder parce que ce n'est pas une démarche qui se met en place en une semaine. C'est quand même un travail qui est relativement long pour lequel Emmanuel nous a accompagnés. Mais voilà, donc il faut bien garder ce cap-là et donc avoir finalement défini ça en amont. Je dirais que c'est un peu le préambule de la mise en place de la démarche, déjà. Et nous, comment on a réfléchi ça aujourd'hui? On l'a réfléchi en se posant la question d'abord de cartographier, c'est ce que je disais tout à l'heure, de cartographier nos emplois et nos métiers. Puisque chez Acanea, on a un mode déjà de fonctionnement qui est un peu matriciel. C'est-à-dire on a des business units, on a des services qui sont support à l'entreprise et on avait des fiches emploi, une GPEC, si on peut dire ça comme ça, pour les plus anciens des pratiques de compétences en RH verront de quoi je parle, mais pour le coup qui datait de 2011. Donc, quand moi je suis arrivée dans la structure il y a 4 ans, c'était finalement très obsolète par rapport au métier de l'entreprise et finalement par rapport aux besoins que l'on avait dans l'entreprise. Donc, on a déjà fait un gros travail de cartographie, de se dire quels sont les métiers présents dans l'entreprise, quels sont ceux qui ont disparu, quels sont ceux qui ont muté, qui ont nécessairement changé, et quels sont les emplois dans chacun de ces métiers-là. Une fois qu'on avait fait ce travail-là, et c'était un peu plus interne à notre service RH, et bien là, on a ouvert cette démarche-là en co-construction avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Et on a travaillé d'abord avec la strate de manager pour faire des ateliers. Et l'idée, c'était pour eux d'ouvrir les consciences sur ce sujet-là, parce que quand on est dans le service RH, j'ai envie de dire, on baigne un petit peu dans cette culture de la compétence, de l'accompagnement des collaborateurs. Pour certains managers qui n'ont pas été formés depuis longtemps à ces dispositifs ou à ces notions dans le management, c'est assez compliqué. Donc, il faut déjà vraiment faire de la pédagogie, leur expliquer la démarche compétence, sur quoi elle porte. Et puis, les faire participer à tout ce travail derrière de rédaction et de définition de nos métiers et de nos emplois. Ça permet d'avoir un état déjà des lieux et puis de travailler avec eux sur le niveau de compétence et donc commencer à les inclure dans cette notion d'évaluation que va permettre la démarche compétence derrière. Donc, vraiment, c'est un travail d'atelier, de pédagogie, d'explication, d'échange et d'alignement. Parce que quand on a 3 business units différentes et pour un même métier, je ne vous cache pas qu'on a un travail aussi d'alignement dans cette démarche-là qui est nécessaire, mais qui est hyper intéressante parce que vous le verrez par la suite, mais ça les fait déjà adhérer au concept. Voilà, donc je dirais que on a vraiment structuré la démarche en plusieurs temps. Et une fois qu'on avait pu définir avec eux ces fiches ou ces premiers niveaux de fiches, eh bien, on a dû nécessairement retravailler l'outil d'évaluation des collaborateurs. Puisqu'ils avaient maintenant, les managers, tous travaillé ensemble à définir ces métiers, ces emplois, donner des missions, des compétences, des niveaux qui étaient attendus sur leurs emplois. On a derrière pris ces fiches-là et puis on a travaillé notre outil d'évaluation, notre entretien en fait professionnel. Et donc on a travaillé, alors on a longtemps cherché l'outil clé qui allait nous permettre de faire ces entretiens. Mais globalement, voilà, on a essayé de mettre notre démarche GEPP à l'intérieur d'un outil avec l'outil d'évaluation lors des entretiens. Et on a fait de cet entretien un vrai entretien de co-positionnement. C'est-à-dire que j'ai mon collaborateur qui va venir
s'évaluer, dire pour lui où est-ce qu'il en est dans ses compétences, dans sa fiche emploi lors de son entretien. Et le manager va faire ce même exercice. Et pendant l'entretien d'évaluation, on va confronter ces deux regards et on va finalement définir la position définitive du collaborateur. Et puis, dans cette démarche, il y avait aussi pour nous quelque chose d'important, c'est qu'on avait un comité de pilotage pour pouvoir faire avancer le projet et valider les différentes étapes. Et il s'est transformé à la fin de notre projet en comité de suivi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après chaque campagne d'entretien, on lance une grande enquête pour se dire est-ce que les compétences que vous avez évaluées, elles sont au bon niveau? Est-ce qu'il ne manquait pas des fiches emploi? Est-ce qu'il ne manquait pas des compétences dans votre emploi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé? Et on réunit après ça notre comité de suivi et on vient leur partager les résultats déjà de cette enquête et construire avec eux le plan d'action avant la prochaine campagne. Donc, c'est-à-dire, si on a un nouveau métier, et on en a eu, je peux vous le confirmer, et bien, s'il y a un nouveau métier qui apparaît dans l'entreprise, on se dit, voilà, il faut qu'on ait consulté les managers pour définir une nouvelle fiche emploi et on vous la présentera au prochain comité de suivi lorsqu'elle aura été établie. On partage sur l'enquête que peut-être une fiche emploi a besoin d'un nouveau niveau de compétences parce que toutes les équipes qui étaient sur cette fiche emploi se sont développées. Et c'est ainsi qu'on débat un petit peu et qu'on fait vivre notre GEPP. C'est grâce à ce comité de suivi que ça ne devient pas la même problématique que celle que moi j'ai rencontrée en arrivant. C'est-à-dire que GPEC, c'est des jolies fiches, mais qui sont totalement figées et qui, au bout de 5 ans, correspondent absolument plus à la vie de l'entreprise, quoi. Ouais, super. Vraiment super intéressant d'entendre comment on déroule la démarche en cohérence en fait avec ce que vit l'entreprise. Est-ce qu'il y a des anecdotes du coup à partager parce que c'était un bon bout? Oui, c'est clair. Oui, c'est-à-dire que je vis, c'est un peu l'élève qui dépasse le maître, voyez-vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le service RH, c'est souvent normalement l'initiateur ou en tout cas l'expert de cette GEPP. Et puis bien, nous, avec la pédagogie qu'on a mis en place, on se fait souvent retoquer au niveau du service RH par les managers. Dès qu'on vient à parler de ça, on leur dit mais la fiche de poste de ton collaborateur. Ah non, non Claire, c'est pas la fiche de poste, non. Non, non, on parle bien de fiche emploi. Tu te rappelles, tu nous as fait la différence dans nos ateliers avec Emmanuel. Ah oui, pardon, on est bien sur la fiche emploi et pas sur la fiche de poste. Et même en réunion CSA, puisque donc ce que j'ai oublié de vous dire dans notre COS, c'est qu'on a, et dans notre comité de pilotage, on avait intégré un membre de notre CSE et notre délégué syndical. Et en réunion CSE, quand on a parlé de la démarche, finalement, en fait, j'ai quasiment pas eu à faire la présentation et l'explication. C'est notre délégué syndical qui expliquait aux autres membres du CSE qu'est-ce que c'était les compétences, pourquoi elles étaient sur 4 niveaux, comment fonctionnait finalement notre démarche au sein de l'entreprise. Donc ça, c'était c'était assez drôle de voir la démarche en fait prendre vie au-delà de nous. Enfin, c'est finalement pour ça qu'on le fait, mais c'est des anecdotes assez sympas à partager. Ouais, j'imagine bien. Du coup, est-ce que tu peux nous partager des exemples de livrables? On a bien vu la démarche, comment elle prend vie, comment elle se concrétise au quotidien. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que sur les livrables, ça va particulièrement être, enfin, la production qu'on attendait, nous, c'était finalement ces fiches emploi. C'est ce qui allait vraiment définir les emplois à l'intérieur d'un métier et permettre à chacun de se repérer. Et par ailleurs, c'est notre outil dans lequel vit la GEPP, où on voit, finalement, je peux voir ma fiche emploi quand je viens cliquer sur mon contexte professionnel, mais je vais pouvoir aussi aller voir directement le métier qui est au-dessus du mien, dans mon parcours, celui qui est en dessous, avec quelles compétences sont nécessaires. Et puis, je peux également aller voir un tout autre métier. Voilà, je suis développeur, je me demande quelles compétences j'ai besoin pour être responsable RH. Et bien, je peux aller voir la fiche emploi de la responsable RH et connaître ses compétences. Donc, c'est vraiment le gros livrable, c'est finalement notre fiche emploi, notre outil où est mise la GEPP et les parcours et l'entretien d'évaluation.
Donc, peut-être Emmanuel, ouais, parfait, c'est parfait. Donc, sur la fiche emploi, le livrable donc, ultime, je dirais, de cette démarche-là, chez nous, elle se décompose en plusieurs temps. On a d'abord le contexte, donc on vient préciser de quel emploi on parle sur la fiche emploi. Et puis, derrière, on vient dérouler dans quel métier se trouve cet emploi. Donc là, j'ai l'exemple d'une fiche emploi de chef de projet. Eh bien, il est dans le métier projet. Chez Acania, c'est un métier assez global. On a derrière sa finalité. Qu'est-ce qu'il, in fine, qu'est-ce que ce métier permet pour l'entreprise? Et après, on a le déroulé des activités. Donc, le déroulé des activités, c'est pas exhaustif puisqu'on est bien dans une fiche emploi et pas une fiche de poste. C'est important de le repréciser ça en pédagogie lors de cette démarche-là. Mais donc, du coup, c'est des activités majeures sans lesquelles je ne peux pas réaliser ma finalité. Et donc, ces activités, elles sont, voilà, c'est des verbes, c'est vraiment les missions clés du poste, enfin, de l'emploi de chef de projet. Voilà. Donc, elles sont non exhaustives, mais majeures et indispensables. Et derrière, dans cette fiche emploi, on déroule toute la notion de compétence. Chez Acania, on a fait un choix, puisqu'on a un gros travail qui avait été fait sur les valeurs de l'entreprise. On a donc fait le choix d'apporter des compétences comportementales, vraiment de savoir-être des collaborateurs. Et donc, pour l'emploi de chef de projet, on voit qu'on a les compétences comportementales qui sont surlignées en jaune au niveau auquel ils doivent être en capacité de les déployer. Et après, on a toutes les compétences techniques pour mon emploi que je suis là aussi, avec le niveau auquel je suis attendue, obligée de déployer. Donc, elles sont vraiment mises en exergue en étant en rouge et ça me permet de me situer. C'est intéressant. Peut-être en précisant que, pour ceux qui le voient pour la première fois, que quand on est attendu au niveau 3, ça veut dire que je dois être en mesure de réaliser le niveau 1 et le niveau 2 et le niveau 3. Je crois même que c'était une de tes anecdotes que tu m'avais raconté une fois d'un manager. Totalement. Totalement, j'ai un manager qui l'expliquait et qui retoquait en atelier de groupe le fait de dire mais non, mais attendez, si on met ce niveau, il faut qu'on soit bien d'accord parce que c'est inclusif, c'est-à-dire qu'on sait faire le 1, on sait faire le 2, on sait faire le 3. Donc voilà, c'est une démarche qui a nécessité une vraie pédagogie d'explication au démarrage de ce que c'est la démarche compétence, quels sont les niveaux sur le métier, l'emploi, le poste, quels sont les niveaux sur les compétences, les connaissances, etc. Mais qui du coup maintenant est en appropriation totale de nos managers et qui leur permettent cette évaluation. Et en quoi ça facilite aujourd'hui les entretiens professionnels et l'évaluation, et c'est quand même ça que l'on souhaite aussi, c'est de dire quand je sais à quel niveau je suis attendue et que les niveaux sont clairement définis, je peux plus facilement me positionner et positionner mon collaborateur et venir lui dire en quoi il y est ou il n'y est pas. Et c'est pour ça qu'on a fait évoluer nos entretiens derrière en copositionnement, parce que du coup, on voulait qu'ils soient acteurs finalement de leur évaluation. C'est super intéressant. Il y a la partie. Voilà, tout à fait la dernière partie. Alors, elle est un peu plus listée, puisque là, au niveau de connaissances, c'est vraiment un switch on-off chez nous. C'est-à-dire que pour être chef de projet, il faut que j'ai ces connaissances techniques. Donc, c'est des connaissances de RP interne, c'est des connaissances de technologie qui est liée à nos logiciels, c'est des connaissances bureautiques ou linguistiques qui vont être vérifiées nécessairement pour cet emploi. Voilà. Donc, c'est la dernière partie finalement de notre fiche, c'est les connaissances qui vont être mobilisées pour pouvoir atteindre le niveau de compétence requis sur l'emploi et pouvoir gérer mes activités. Alors, du coup, là, dans le cheminement, on voit le pourquoi on le met en place, comment on le met en place. Ça donne quoi concrètement comme utilisation de l'entreprise après? Mais comment Oui. ça a été tout ça au sein d'Acania? Peut-être déjà Pardon, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu, Emmanuel. la direction, comment je propose qu'on regarde la direction, les Bien managers, sûr. tout ça, ça a été vécu dans l'entreprise.
Tout à fait. Alors, sur le vécu de la démarche, il faut reprendre le contexte de notre entreprise. Au niveau de la direction, je dirais qu'on a une direction qui est quand même très pragmatique. Donc, dès lors qu'on vient lui présenter comme ça des outils, des démarches assez conceptuelles, il faut savoir qu'au démarrage, il y a un peu de scepticisme à cette mise en place. Ça nécessite du coup ça nécessite de venir sur la in fine, qu'est-ce qu'on va faire, la finalité, pourquoi, l'objectif. Et donc, finalement, ce qui a vraiment été apprécié dans la partie direction générale d'Acanea sur cette démarche-là, je dirais, c'est la dynamique qu'on a créée autour de ça et finalement ce qu'on a fait bouger chez nos managers, sur notre communauté de managers. C'était finalement de dire, on redonne un outil à nos managers pour être acteurs, décisionnaires et responsables de la montée en compétences de leurs collaborateurs. Ça responsabilise ces managers pour qu'ils ne soient pas seulement à toquer à la porte du service RH en disant bah alors là, mon collaborateur, il ne sait absolument rien faire, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment qu'ils puissent être participatifs dans les décisions de parcours, de formation, dans l'évaluation, quand on vient se dire ça ne va pas, bah, c'est factuel, ils ont pu le voir et le constater et grâce à l'outil le formaliser. Et donc, la direction, elle s'est mobilisée à partir du moment où on est rentré dans le dessin des compétences des managers. Puisque dans les fiches emploi, on a également défini la fiche emploi du manager Acanea, du manager de proximité, du responsable de service, du directeur de service ou du membre du comité de direction. Et donc, bah là, forcément, évidemment, on ne pouvait nécessairement pas le faire sans notre direction générale, vous l'aurez compris. Donc, là, vraiment, la direction générale est rentrée finalement dans ces ateliers métiers pour cette définition-là. Et ça nous a aussi apporté une réflexion sur bah, qu'est-ce qu'on attend de notre communauté de managers, quel est le triptyque vraiment attendu de pilotage de l'activité, de l'animation de leurs équipes et de la capacité à faire grandir. On est vraiment venu faire rentrer cette dimension-là chez nos managers, de faire grandir leurs collaborateurs en termes de compétences et de valeurs. Donc, je dirais, c'était pas, pour le coup, notre direction générale n'était pas ignarde sur le sujet, puisqu'on avait quand même un travail, comme je vous le disais en amont, qui avait été fait sur les valeurs, sur notre raison d'être, voilà, sur l'entreprise et nécessairement son développement. On était rentré dans une démarche Great Place to Work, on avait déjà des indicateurs, des éléments de diagnostic. Mais dans notre contexte de direction très pragmatique, cette démarche-là, il fallait qu'elle soit pratico-pratique. Et donc, il y a vraiment eu cette compréhension quand il y a une dynamique de la part des managers par les ateliers et lorsqu'on est rentré dans la définition de leur fiche emploi à eux. Je dirais que ça a aussi, c'est une démarche qui a aussi agi sur les managers et sur le service RH aussi, pour le coup. Oui, dans ce que tu expliquais, il me semble que il y a des aspects aussi spécifiques d'alignement entre managers. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, Emmanuelle le comprend bien parce que pour le coup, comme elle nous a totalement accompagnés sur cette démarche-là, elle nous aidait et les collaboratrices de mon service RH également, puisque du coup, on animait des ateliers avec nos managers. Donc, je vous l'ai dit en préambule, on est organisé en mode business unit et on a vraiment un organigramme matriciel. Et donc ça a pour difficulté quand même qu'on pourrait avoir dans notre entreprise 3 entreprises différentes avec des visions très différentes, puisque chaque business unit a un comité finalement de direction propre. Ils sont sur des marchés avec des métiers très différents. On ne fait pas la même chose pour l'agroalimentaire que pour la partie transport. Et donc, mais pourtant, bah, dans toutes ces BU-là, on a un métier de projet, un métier de R&D, un métier de support et un métier de commerce. Et donc, parfois, il peut y avoir des visions très différentes qu'il faut qu'on arrive à réharmoniser. Et donc, ça a vraiment été un enjeu et aussi une difficulté. Mais au final, ce qu'on en tire aujourd'hui, c'est que ça a été très positif parce que le résultat, en fait, vient d'eux, c'est eux qui l'ont construit, et donc ils en sont
très contents et très fiers, et donc très porteurs. Et ça a amené, pour une fois, dans un projet de l'entreprise, une vraie harmonisation, puisque c'est la même chose qui est déployée. Les fiches emploi de chef de projet, ce sont les mêmes que je sois dans une BU agroalimentaire ou finalement dans une BU transport et logistique. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Ils étaient évidemment acteurs et décisionnaires, donc ils avaient la possibilité de faire des apports, ils avaient la possibilité de titiller le collègue quand ils n'étaient pas OK avec. Mais finalement, alors, je ne vais pas minimiser le travail d'Emmanuel ou du service RH sur ce sujet, mais finalement, j'ai envie de dire, ça venait d'eux, quoi. C'est pas nous qui venions imposer quelque chose. On avait des propositions, des pierres à casser, mais c'est eux qui les ont fait. Et donc, c'est ce qui, in fine, a fait et a contribué à ce que la démarche soit totalement prise en compte et par ces managers dans leurs évaluations. Donc voilà, et c'est un outil auquel ils ont parfaitement contribué et donc qu'ils ont créé pour faire leurs entretiens et avec lequel ils sont à l'aise. Ouais. Alors, on a vu la direction, on a vu les managers et leurs équipes et les RH alors. Alors, les RH, elles sont ravies. Pourquoi? Parce que du coup, je me fais la voix de mon service, mais pour le coup, on a une vision et une possibilité d'anticipation pour Acania. Et quand on est RH, et j'espère qu'il y en a ici présents, c'est pas toujours simple on est souvent en réaction. On vient nous dire, mince, j'ai une personne qui part dans 2 mois, là, c'est une catastrophe, c'était mon sachant sur tel domaine. J'ai contacté des écoles, mais j'ai personne. Ça va être la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Et là, souvent, on est un peu seul face au problème. Et donc là, et nous, on avait aussi chez Acania, quand on a commencé à travailler nos pyramides des âges, assez parallèlement au diagnostic que vous avez vu, Great Place to Work, on s'est quand même un peu gratté la tête parce qu'on s'est dit, dans moins de 5 ans, on perd 20% de notre effectif. Chez Acania, il y avait un vrai enjeu également de départ en retraite et donc de risque de perte de compétences sur un secteur, comme je vous l'ai dit au démarrage, très pénurique et très difficile du milieu numérique. Et donc, en fait, la GEPP, c'était pour nous indispensable, en fait. Ça nous permettait de définir les métiers. Ça nous permet d'actualiser et d'anticiper demain et la stratégie de l'entreprise et des métiers à venir, comme l'intelligence artificielle qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui, mais qui va du coup transformer les métiers de demain. Et donc, de pouvoir faire cette anticipation en allant chercher les métiers, en les définissant, et donc du coup, en ayant précisément le profil de demain pour pouvoir mettre l'accent sur le recrutement. Et puis, ça nous permet, nous, aussi, de donner la main aux managers pour accompagner la croissance des collaborateurs. Parce qu'on est dans des métiers tellement techniques que sans leur vision, sans leur rapport, sans leur connaissance, j'aurais du mal à dire de quoi mon développeur C# de demain va avoir besoin comme outil pour pouvoir développer ou utiliser l'intelligence artificielle, etc. Ça a facilité le recrutement, on ne va pas se mentir aussi. C'est-à-dire que là où on avait des choses très floues pour recruter quand on échangeait avec nos managers, là, on peut déjà venir avec des éléments très factuels, très concrets, et éventuellement venir affiner parce que voilà, un chef de projet dans une BU va aussi avoir besoin de la connaissance du métier du client. Donc là, on l'a défini de manière très transversale. Forcément, on va, pour affiner le profil, revenir échanger avec le manager. Mais ça facilite grandement notre compréhension du besoin dans le recrutement. Et quand on a des personnes pas à l'attendu, c'est souvent aussi un casse-tête RH que de venir factualiser ça et se servir d'éléments pour faire prendre conscience aux collaborateurs et pour aller plus loin quand c'est nécessaire. Là, nous, aujourd'hui, on a un outil qui est notre entretien professionnel sur lequel on vient le spécifier, faire des commentaires. On a l'évaluation directement dedans. Oui. Assez précieux, pour ce que j'entends. C'est très... En tout cas, c'est un gain de temps et de compréhension et d'alignement quand on est dans ces sujets un peu tendus. Voilà. Alors, on voit bien toute la démarche, mais finalement,
pourquoi choisir de te faire accompagner? Enfin, toi, pas spécifiquement, mais l'entreprise, comment choisir pourquoi et Mm. comment? Bien. En fait, ça partait, on avait vraiment une idée de notre objectif. Enfin, je vous l'avais dit, on savait in fine ce qu'on voulait en faire et pourquoi, grâce à notre diagnostic amont. Par contre, eh bien, quand on est un service RH, alors donc il y a 4 ans, quand on s'est posé cette question, moi je venais d'arriver, la direction générale venait de changer, euh, je venais de recruter une nouvelle alternante, donc on était 2 dans le service RH. Mhm. Euh, Très sincèrement, commencer une démarche de gestion des parcours professionnels, de définition des emplois dans une entreprise où ça n'avait pas été fait depuis très longtemps, et voire même où il y avait un petit contexte où on se disait, bah, elle va en revenir nous parler d'un truc, on l'a fait il y a 10 ans, aujourd'hui on s'en sert absolument pas. Donc finalement déjà un a priori un peu négatif à l'utilisation, puisque eux n'en voyaient pas l'utilité, s'en servaient pas forcément. Euh, c'est pas simple. Et puis nous, on est dans l'entreprise, service RH. Donc on est pour eux jugés partie. C'est-à-dire que pour eux, on va utiliser derrière cet outil-là. Si c'est nous qui le construisons, c'est pas forcément bien perçu en fait. Donc on voulait ramener un peu de neutralité déjà. Et donc bah, forcément, on s'est tout de suite posé la question. Il faut nous accompagner parce que ça va être une démarche qui est quand même longue et qui prend du temps. On n'est pas des expertes, on connaît très bien le sujet et pour le pratiquer, mais l'accompagnement au changement, etc., c'est pas forcément inné. C'est une gestion de projet et donc ben, on voulait être accompagné sur cette gestion de projet. Et puis clairement, ça apportait aussi une vraie qualité et un professionnalisme dans ce projet-là. Donc, et ça, pour ça, j'en remercie Optim Ressources parce qu'ils ont vraiment, et en la personne d'Emmanuel, su comprendre déjà notre contexte d'entreprise et s'y adapter, et vraiment être en capacité d'apporter un regard extérieur, malgré tout, qui parfois leur faisait prendre de la hauteur dans des ateliers où on avait besoin de l'alignement de tous. Et Dieu sait que c'est énergivore, mais en tout cas, on a eu vraiment cet accompagnement-là. Donc, le chemin est long parce que nous, clairement, c'est une démarche qui nous a pris 1 an. Voilà. Alors, on a commencé en plus au confinement. Donc, c'était pas simple parce que voilà, des ateliers à distance pour certains, alors qu'on avait fait un atelier d'une demi-journée en présentiel avant seulement. Donc, il fallait reprendre la démarche à distance. Euh, et puis voilà, donc c'était driver le groupe, capacité à les faire converger, s'aligner. Vraiment, ces regards-là extérieurs qu'Emmanuel a pu apporter ont été parfois vraiment très intéressants et importants pour qu'on avance. Parce que bah, malgré tout, si on ne veut pas que ça prenne 10 ans, il faut que, voilà, en 3 ou 4 ateliers d'une demi-journée, on ait réussi à aligner nos managers et faire émerger, vous voyez, la liste des compétences ou des activités. Pour arriver à ça, bah, voilà, faut pas non plus que ça nous prenne 6 mois. Donc, bah, ça nécessitait un peu de capacité à les faire converger, quoi. Ok, merci en tout cas pour le retour, Claire. C'est bien normal. C'est bien normal. Alors, tu nous as déjà parlé un peu de comment l'entreprise se sert aujourd'hui de la démarche livrable, notamment l'entretien annuel de copositionnement. Et au-delà de l'entretien annuel, comment vous l'utilisez? Alors, c'est ce que je disais, vraiment, c'était notre objectif et c'était l'attendu, c'est ce que je vous disais, d'avoir un livrable très concret pour pouvoir cartographier déjà nos emplois, nos métiers, pouvoir avoir une fiche emploi qui vient détailler, expliquer, et que je puisse par contre, en tant que collaborateur, me dire ça, c'est la mienne, qu'est-ce qui est défini dans la fiche emploi au-dessus de moi, en dessous de moi, ou dans des métiers très différents que celui dans lequel j'évolue. Et derrière, de pouvoir être acteur de mon évaluation en faisant mon positionnement, en ayant celui de mon manager in fine. Mais on l'utilise, nous, maintenant dans l'entreprise, dans d'autres dispositifs qu'on a pu mettre en place. Alors moi, personnellement, en tant que RRH, j'ai des people review avec nos directeurs de business unit ou de service. Et on va revenir grâce aux entretiens sur les collaborateurs qui ont été évalués comme étant au-dessus de l'attendu pour se poser la question, est-ce que là on est face à des key people
et quel plan d'action je mène aussi. Je vous parlais de fidélité en démarrage comme en jeu. Clairement, si je ne viens pas retenir mes talents, j'aurais loupé le coche. Et donc, ça me permet de les identifier très clairement. Ensuite, ça me permet dans les People Review aussi d'avoir de la matière lorsque là, on est face à des collaborateurs qui sont en dessous de l'attendu. Parce que c'est aussi vrai, si on veut continuer à faire développer nos collaborateurs, eh bien, il faut qu'on s'attache à se poser la question, qu'est-ce qui a manqué en termes de compétences et comment on essaie de l'accompagner pour l'atteindre. Et donc, c'est un super outil parce que je viens directement cibler les compétences en question, en fait, celles qui sont vraiment jugées dans l'entretien en dessous de l'attendu. Ça nous aide aussi, puisqu'on a fait évoluer l'entretien professionnel, comme je vous le disais, et qu'on se porte sur les compétences, eh bien, nos managers viennent se poser la question formation pour atteindre ces compétences. Et donc, nous, service RH, on est très contents parce qu'on s'en sert pour notre définition du plan de développement des compétences. On propose maintenant des parcours finalement internes de mobilité et ça évidemment pour des collaborateurs dans le numérique ça peut être c'est assez important pour eux de savoir qu'ils peuvent avoir une carrière qui est proposée, gérée par leur manager évidemment et par le service RH. Et donc ça a généré des demandes de mobilité interne et des entretiens de carrière. Donc c'est l'autre outil qu'on a mis en place, c'est que parfois le manager vient mettre dans l'entretien, là, il y a un projet professionnel de mon collaborateur, mais moi, à mon niveau, je ne peux pas le gérer. Il voudrait, je vous le disais, voilà, il est développeur, il voudrait devenir RRH, il a vu la fiche emploi RRH. Donc, dans son entretien professionnel, il m'a fait une jolie demande de parcours professionnel avec plein d'éléments où il m'a argué ça. Je ne suis pas en capacité d'y répondre, moi, directeur R&D. Je demande l'entretien de carrière à la RRH. Et moi, je vais recevoir ce collaborateur et échanger si on a besoin et que, en effet, il peut avoir les compétences pour y répondre. On va lui proposer de pouvoir évoluer, tout simplement, et bouger, et on valide sa mobilité. Cette année, on a déjà 3 collaborateurs. Alors, sur une entreprise de 260 collaborateurs, on pourrait se dire c'est peut-être peu, mais finalement, quand on arrive déjà à lancer ce genre de synergie 1 ou 2 ans après avoir mis cette démarche en place, je trouve que ça y est, ça veut dire, ce que je regarde, c'est que ça veut dire que les lignes ont bougé, quoi. Et moi, en tant que RRH, je trouve que c'est déjà très chouette. Et puis, eh bien, on a continué notre projet, parce que chaque année, on aime bien les projets. Et aujourd'hui, on a lancé une académie interne. En fait, on est vraiment sur une école interne parce qu'on a des métiers très spécifiques où il faut connaître nos produits informatiques, où il faut connaître le métier de notre client. Et ça, on sait, quand on a fini notre GEPP, on s'est vite rendu compte que sur le marché, sur les organismes de formation, ça n'existe pas forcément. Et que c'est finalement des choses très internes. Et que ça allait en plus continuer à aller dans le sens du développement de nos collaborateurs parce qu'on allait venir chercher des experts pour être formateurs chez nous et que on allait pouvoir les valoriser. Donc, c'était un nouveau dispositif connexe, mais hyper important. Et la GEPP, dans ce dispositif, elle nous a servi à repérer ces experts, en fait. Très clairement. Super intéressant. Alors, on voit déjà dans ce que tu nous partages les liens avec attractivité et fidélisation des collaborateurs. Est-ce que tu souhaites nous en dire un peu plus? Oui, je l'ai déjà un peu évoqué juste avant, mais nous, c'était vraiment notre enjeu. Et en fait, à quoi ça sert aujourd'hui? Je le dis un peu depuis tout à l'heure, mais quand vous arrivez à définir clairement les compétences, à pouvoir évaluer, vous êtes dans quelque chose qui devient beaucoup plus factuel. Le regard du manager, c'est plus simplement, il n'avance pas assez vite, mais sans nous dire pourquoi, comment. Est-ce que c'est un défaut de formation? Est-ce que c'est finalement quelqu'un qui a une erreur de casting? Est-ce que c'est finalement une problématique différente? Et donc, on n'était pas en capacité derrière de mettre le plan d'action qui va. Aujourd'hui, il va vraiment venir pouvoir nous cibler quelles compétences. Il vient déjà se poser sur la partie formation. Et donc, le collaborateur qui rentre dans l'entreprise, ce sont forcément 1, acteur, 2, il a une lisibilité sur le parcours et le fait qu'il aura une carrière, 3, chaque année, quand il fait le point avec son manager, il y a des choses factuelles et on lui propose des choses pour continuer à se développer. Soit parce que il surperforme, soit parce que il lui manque des choses. Donc déjà, ça amène un vrai axe de fidélité parce que un collaborateur qui a une clarification, une visibilité, qui devient acteur et qui a une possibilité de parcours, on a déjà répondu à certains leviers de motivation pour lui, quoi.
Et ensuite, eh bien, on va créer des nouveaux emplois parce que bah, forcément, si on fait se développer des personnes, on va rechercher des choses en interne. Mais on aura le dessin de ce qu'on va vraiment rechercher. Et on pourra le former aussi en interne, puisque maintenant, on va créer cette académie connexe à cette GEPP. Et du coup, on va plus facilement pouvoir répondre à des besoins. Et donc, on peut s'orienter dans notre recrutement vers potentiellement des portes qui étaient fermées jusque-là. Et donc, dans un enjeu de recrutement fort où c'est assez compliqué sur notre secteur de l'emploi, on s'ouvre en tout cas des leviers de recrutement. Voilà, je vois bien en interne, mais qu'est-ce qui va favoriser du coup est-ce que ça favorise aussi l'attractivité de l'entreprise? Ah bah, je le pense. Alors, la mesure n'est pas toujours évidente. Après, moi, je vois le nombre d'entrées dans l'entreprise qui évolue. C'est-à-dire que là, on arrivait à rentrer une vingtaine de personnes. On est à 40 aujourd'hui chaque année en termes de recrutement. Je vois aussi les cooptations, c'est-à-dire que les collaborateurs internes, c'est là que je vous disais tout l'intérêt de la démarche quand elle est faite en co-construction, c'est que vous passez beaucoup moins de temps à la rendre je dirais, attractif pour les gens en interne et tout cet accompagnement au changement est quand même vachement minoré. En tout cas, pour Akanea, ça a été le cas. Et finalement, les collaborateurs s'y sentent bien et s'y retrouvent, ils sont promoteurs. Et donc, on a, nous, aujourd'hui, des leviers qui sont la cooptation, très clairement. C'est que des collaborateurs vont parler de l'entreprise, du fait qu'ils ont pu se déployer sur d'autres postes pour pouvoir le vendre à des collègues extérieurs à l'entreprise et leur dire de venir chez nous. Okay. Donc, c'est en interne, en externe, ça rayonne à l'extérieur. Oui, exactement. Ça commence vraiment à rayonner. Alors, c'est par l'interne, hein, parce que c'est par cette démarche et leur compréhension et leur envie finalement de trouver ça bien et d'y participer que derrière, ils viennent en faire la promotion et que ça a du coup un rayonnement extérieur de l'entreprise. Ouais, tout à fait. Et alors, pour clôturer un peu cette interview, j'avais envie de te demander, et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais à l'identique et qu'est-ce que tu changerais? Ah, parce que j'allais répondre assez instinctivement, vu tout ce que je viens de vous dire, je le referai, ça c'est sûr. Je suis plutôt assez convaincue de la démarche et de ses apports, bien que c'est pas été totalement rose, mais parce que c'est une démarche relativement longue, mais je referai à l'identique déjà le fait de me faire accompagner au niveau extérieur. Pa- Pourquoi, et je l'ai un peu expliqué un peu plus en amont, mais vraiment, je pense que ça amène une dimension à la démarche dans l'entreprise, une neutralité. Dans le contexte de notre entreprise, comme je le disais, d'alignement, ça a vraiment permis d'aider à cet alignement et à ce que ce soit pas trop chronophage non plus et que ça prenne le dessus finalement sur la démarche. Parce qu'on a quelqu'un d'expert à cet accompagnement au changement et aux démarches projet. Et je referai sans hésiter la co-construction. Je vous le redis, le co-développement, j'y crois particulièrement parce que ça facilite l'utilisation après de l'outil et sa promotion en interne pour ne pas que ce soit un outil, ah, les RH, elles se sont fait plaisir, mais on met ça dans un placard et on l'utilisera jamais, personne ne le sortira parce qu'on n'y croit pas. Donc ça, c'est vraiment pour l'appropriation et le fait que la démarche soit réussie. Je pense que c'est vraiment très important. Et après, je dirais, je continuerai à travailler la notion d'outil dans laquelle est portée cette GEPP, parce que après, c'est l'utilisation quotidienne et sa facilité qui va faire que les gens y adhèrent continuellement. Je garderai évidemment la notion de comité aussi de suivi qui fait vivre et qui fait que l'outil n'est pas figé dans le temps. Je pense que ça, sincèrement, ça a aussi été très probant et voilà, ça fait ses preuves depuis maintenant 2 ans. Et qu'est-ce que je changerais? Je dirais que le premier sujet, et je vous l'ai dit quand j'ai fait l'impact sur les différents niveaux de l'entreprise, j'embarquerai ma direction générale probablement bien plus en amont dans le projet. C'est-à-dire que voilà, ils sont rentrés dans des ateliers au moment où on parlait des managers et on avait déjà bien entamé la démarche. Je pense que dans le projet, il faut qu'ils soient inclus à plusieurs étapes. Et dans le comité de pilotage, notamment, c'est une des choses majeures.
Sinon, ça crée des décalages dans le projet. On a 2 vitesses, il faut réembarquer la direction générale et quand la direction générale n'est pas exemplaire, bah, ça peut créer moins d'engouement autour de l'outil quand même. Et puis au final, c'est eux qu'il faut finalement former le plus à l'outil chaque année. Alors ça, je trouve ça dommage. Leurs managers leur font des petites pichenettes parce que c'est finalement leurs managers à eux qui sont appropriés l'outil, la démarche et qui génèrent leurs entretiens avec énormément de facilité. On n'y revient pas au niveau RH pour les former. Et c'est les directeurs qu'on vient retoquer. Donc, voilà, je me dis, bref, l'anecdote, en tout cas, pour le coup, ce serait quand même de pouvoir les embarquer plus tôt. Nous, on l'a fait dans un contexte, vous l'avez compris, quand même de confinement et de Covid. Et du coup, bah, on l'a fait à distance. Et donc, bah, à refaire, ce qui serait génial, c'est de pouvoir, et tous nous l'ont dit à la fin de la démarche, on en a marre des petits déjeuners à distance. Ce qu'on aimerait bien, c'est vous voir en vrai et le faire en vrai. Mais pour le coup, ce qui serait vraiment génial, je pense que cette démarche, elle puisse aussi rassembler, elle a cette capacité-là. Et donc, le faire en présentiel, quand vous faites les ateliers avec des managers, je pense que c'est encore plus impactant, voilà, pour le projet. Et puis, sur les compétences comportementales et techniques, maintenant, à l'usage de notre GEPP et des entretiens, on se dit qu'il nous manque probablement des choses un peu spécifiques par métier, qui sont propres au métier, qui sont un peu moins transversales, en fait. Voilà. Parce qu'on a vraiment eu, nous, à cœur d'harmoniser, vous l'aurez compris. Et donc, ça nous a poussé, même en intermétier, à trouver les compétences qui sont les mêmes pour tous les métiers, mais d'évaluer les niveaux. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse rajouter les compétences techniques propres à chaque métier, bien que ce soit les mêmes pour toutes nos BU, mais propre au métier projet, propre au métier R&D. Voilà. Donc, il y a vraiment ça aujourd'hui. Voilà. Mais de l'avoir, je pense, identifié, ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous dire qu'elle va encore évoluer et donc que c'est finalement pas un outil figé qu'on laisse au placard. Merci beaucoup, Claire, pour cet éclairage, je trouve très éclairant, limpide. Il y a des questions, donc je vais passer la main à Sébastien. Et merci beaucoup, Claire, hein, pour cette présentation extrêmement complète. On a quelques questions que vous avez écoutées religieusement pendant très longtemps. Justement, vous parlez de cet outil-là qui est vraiment que vous voulez développer, maintenir. Il y a une question, est-ce que vous avez rencontré quand même des réticences de collaborateurs qui ne voulaient pas changer leurs habitudes, qui voulaient continuer leur progression, discuter de leur progression à l'ancienne et sans un outil qui serait imposé? Qu'est-ce qui a été… Alors, je vois 2 réponses dans cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que déjà il y a une réticence des collaborateurs à rentrer dans cette démarche-là en disant moi je fais ça et c'est comme ça et c'est pas autrement, ça a pu arriver. Bien que, comme je le disais, le fait d'avoir vraiment une démarche de co-construction et participative a fait que bah, les managers, quand ils étaient en atelier, après revenaient expliquer la démarche à leurs collaborateurs. Et donc, ça avait déjà grandement fait de la pédagogie. Mais on a pu avoir des cas un peu plus compliqués où ils nous disaient mais moi je comprends pas, je finirai pas mon entretien ou je comprends pas ma fiche emploi ou il me manque ça et ça. Alors c'est beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire c'est recevoir le collaborateur pour déjà lui réexpliquer qu'on n'est pas dans une fiche de poste. Donc oui, peut-être qu'il ne va pas retrouver l'intégralité des missions et du périmètre qu'il embarque, mais que ça n'est clairement pas la vocation puisque ce qu'on veut c'est avoir une gestion de nos emplois et de nos parcours professionnels qui puisse être flexible, mobile, et qui ne soit pas rigide et figé par des fiches de poste très détaillées à la personne et qui finalement correspondent à une situation d'emploi et à une personne, mais pas à un contexte où tout le monde pourrait se retrouver dedans. Donc déjà, c'est beaucoup de pédagogie. Une fois qu'on avait quand même expliqué ça, globalement, le collaborateur a un petit peu mieux compris. Il pouvait lui rester des réticences sur la rédaction de sa compétence, etc. Et c'est donc finalement la partie comité de suivi où on venait reprendre, après nos enquêtes à la fin des campagnes d'entretien, où on pouvait se dire, après c'est aussi une politique de l'entreprise, avoir tort ou raison, enfin, est-ce que j'insiste pour me dire j'ai raison et non, on ne changera rien, ou est-ce qu'on se dit finalement cette compétence-là, si il est mal à l'aise avec, est-ce que si en changeant 2-3 petites choses clés, on va finalement débloquer une situation et l'embarquer? Et donc on a souvent pris cette option-là.
On refait un travail de positionnement avant chaque campagne d'entretien aussi avec les directeurs pour se dire, le collaborateur est-il bien sur cette fiche emploi-là? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a un niveau? Ce qui amène aussi de la participation entre les managers et les collaborateurs et de l'explication de pourquoi cette année, je t'ai mis cette fiche emploi-là et je vais t'évaluer sur ça. Et donc, avec ces éléments-là, aujourd'hui, on a sur les entretiens professionnels, j'ai plus de difficultés parfois au démarrage de l'année fiscale à lancer les entretiens avec les objectifs de l'année et à être bien d'accord sur nos objectifs, finalement, que sur nos entretiens professionnels où on vient évaluer la compétence aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, une question, ouais, il y a 4 sites chez Arcana. Le projet a été mis en place sur tous les sites, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que, pour le coup, notre contexte d'entreprise, et c'est bien d'en parler, oui, on l'a fait pendant le confinement et à distance. Cependant, ça a aussi été un avantage dans le contexte de notre entreprise, puisque des managers qui participaient à ces échanges-là ne sont pas tous sur Lyon. Ils sont un peu sur toute la France. Et donc, bah, du coup, du fait de nos réunions Teams, on pouvait faire participer l'intégralité de l'entreprise et c'est déployé sur tous nos sites en France, en effet. Moi, j'ai une question parce que là, vous avez quand même souligné des points essentiels qui sont, voilà, bravo d'avoir mis en place, embarquer la direction générale. Je souligne le fait, et c'est important, que vous dites que votre direction est pragmatique et c'est pour ça qu'elle a embarqué, alors que souvent on nous dit que c'est des projets conceptuels déconnectés de la réalité. Donc là, j'appuie sur le fait que c'est parce que c'est pragmatique, parce que ça vous aide à avancer qu'elle a été embarquée. Mm-hmm. Et par rapport au petit quiz du début, sur le fait que ça peut aussi intégrer et être utile pour vos relations sociales. Donc là, vous avez spontanément dit que voilà, vous aviez ces personnes-là. Est-ce que ça a été compliqué, notamment vis-à-vis de la direction générale, de dire que vous allez les y embarquer sur ce projet? Et voilà, est-ce que ça a été naturel ou c'était voilà, il a fallu avoir beaucoup de conviction pour lancer le sujet? Oui. Tout à fait. Alors, je dirais que sur la direction générale, comme je disais, je pense que l'embarquement de démarrage a vraiment nécessité que j'apporte les éléments de diagnostic. C'est vraiment le fait d'être rentré dans la démarche Great Place to Work, d'avoir sur 2 années de suite quand même un regard sur les compétences qui étaient particulièrement sanctionné par nos collaborateurs qui a quand même aussi mis le doigt sur le sujet de la compétence. Malgré tout, je pense qu'on a quand même une direction générale qui est particulièrement orientée humain, tournée vers, en ayant fait son travail amont, des valeurs, de la raison d'être de l'entreprise, qui est déjà, en ayant changé et en ayant voulu embarquer ses collaborateurs dedans, qui avait quand même ce regard-là plutôt positif sur le fait de mettre en place cela. Mais ça a quand même nécessité que ces diagnostics soient portés, qu'on puisse être au clair, qu'on leur explique cette démarche. Et je pense qu'au début, ça restait très conceptuel quand même. Et c'est quand on est rentré dans les ateliers qu'il y a vraiment eu la dynamique auprès de nos managers qui, eux, s'étaient appropriés la démarche, les ateliers, la volonté de faire ces définitions et qu'on est venu porter le regard sur qu'est-ce qu'on attend de nos managers, comment on va définir leur emploi à eux. Bah, que là, on a totalement aussi, on les a totalement embarqués dans notre façon de faire et dans la démarche GEPP. Okay. Et les personnes, représentants du personnel dans les ateliers? Oui, alors c'est assez fou de voir votre résultat du coup dans ce klaxon parce que j'ai finalement, moi, tout de suite senti qu'il y avait quand même besoin que, pour pas que quand la démarche soit présentée auprès de notre CSE, on est de vitesse, il soit à côté en fait finalement de la démarche. On a vraiment eu le sentiment qu'il fallait aussi qu'ils puissent être acteurs. Et c'était important, ils sont représentants du personnel, avant toute chose. Ce sont nos partenaires sociaux. Et donc, sur une démarche qui doit être quand même très différenciante dans l'entreprise, qui a amené beaucoup de changements organisationnels, de façon de voir les choses, ça nous semblait quand même assez important et naturel de les intégrer. Donc, ils ont fait partie très vite du dispositif de comité de pilotage. Dans le comité de suivi, pour le coup, il y a eu une interruption, mais ils sont revenus dedans. Je trouve ça génial parce que finalement, la démarche, quand elle a dû être portée au niveau du CSE, ben, on avait quelqu'un qui pouvait le faire conjointement avec nous, quoi. Ouais. C'est une démarche sur laquelle vous avez demandé un avis?
Oui, c'est une démarche sur laquelle on a demandé un avis puisqu'on transformait l'entretien d'évaluation des collaborateurs. Tout à fait. Deux autres questions. Une question, voilà, est-ce que vous utilisez un SIRH? Et quelqu'un demande si vous pouvez dire lequel, si c'est voilà, c'est. Oui, oui, alors j'ai pas de souci. Euh, c'est une marque blanche aujourd'hui. C'est l'entreprise qui nous aide sur nos entretiens au niveau du groupe, Isagri également, pas que dans notre structure Acania. C'est Quidnovi, et je salue Monsieur Pingon aussi, qui fait un gros travail parce qu'en fait, il s'adapte totalement à l'entreprise. C'est-à-dire on est 6 sociétés chez Isagri ERP à utiliser cet outil-là pour nos entretiens professionnels et pas une n'a exactement la même physionomie, puisque voilà, nous, aujourd'hui, on est sur du copositionnement avec notre GEPP, et donc elle est totalement intégrée dans cet outil-là. Et ça s'adapte puisqu'on n'a pas les mêmes entretiens que nos consoeurs dans le groupe. Pour le coup, c'est un sujet quand même, la notion de où est-ce qu'on met notre GPEC en termes d'outils. Si on veut vraiment que les collaborateurs se l'approprient, si on veut vraiment que les managers y reviennent, il ne faut pas que ce soit trop compliqué à aller chercher, etc. Et il faut que ce soit centralisé au même endroit. C'est-à-dire que je puisse voir ma fiche emploi, que je puisse voir celle des emplois connexe d'un autre métier et que je puisse faire mon entretien. Donc, on avait à cœur que ce soit centralisé au même endroit. Euh, pour le coup, Bravo. ce que je peux en dire. Et peut-être rapidement, apparemment, voilà, vous avez évoqué votre académie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est une question qu'on me Oui, pose. bien sûr. Bien sûr. Alors, je parlais de construction parce qu'en fait, on a réalisé nos premières formations internes à Cania via l'académie en juillet, enfin non, en septembre même. En juillet, on a commencé vraiment d'avoir le calendrier et les premières formations se sont réalisées en septembre 2023. Donc c'est vraiment tout frais, pour le coup, ce dont je vous parle. Mais quelle a été la réflexion? Une fois qu'on a posé notre GEPP, qu'on a fait des premières évaluations de ces compétences, on s'est posé la question de pouvoir faire le développement de ces compétences et on a un triptyque pour chaque métier dans l'entreprise. C'est d'avoir le métier, donc si je suis chef de projet, de savoir faire de la gestion de projet. Le métier de mon client, voilà, je suis chef de projet dans le transport, c'est de connaître le jargon du transport, comment fonctionne un TMS, une messagerie, comment fonctionne un transitaire, enfin voilà. Et ensuite, c'est d'avoir la notion informatique logiciel, puisque forcément on travaille dans ce domaine-là et on va systématiquement mettre en place des ERP. Donc il faut connaître cette partie-là. Donc quand on a ce triptyque-là, on peut trouver dans des organismes de formation des formations à la gestion de projet. On va même matériellement être en capacité d'envoyer chez nos clients le collaborateur pour qu'il soit formé au métier du client, et l'informatique aussi. Par contre, les trois, c'est assez compliqué. Et donc, les collaborateurs qu'on entre dans l'entreprise, ils peuvent avoir des manques sur ce triptyque-là. Ils peuvent être issus de formation gestion de projet, être de très bons chefs de projet, mais pas forcément dans le transport. Enfin voilà. Et donc, on avait à cœur de développer ça et d'y répondre, et donc en interne. Donc, on a réuni nos managers à nouveau et des collaborateurs pour pouvoir leur poser la question, maintenant que vous avez évalué vos collaborateurs avec votre fiche emploi, vous diriez quels sont les besoins globalement et sur lesquels on va avoir des difficultés à vous accompagner en externe. Ce qu'on peut faire en externe, on va le conserver dans notre plan de développement de compétences et on va se le noter tout de suite. Ce qu'on ne peut pas faire en externe, c'est sur quoi ça porte. Et donc, pour chaque grand métier de l'entreprise, on a finalement réussi à dégager, parce que on a aussi pris un postulat de base pour notre académie, c'est qu'on ne formera pas des RH, des finances au métier de la RH, de la finance. C'est pas notre cœur de métier, on n'aura pas d'experts. Enfin, si je l'espère, mais on n'aura pas vocation à faire développer cette partie-là. Notre cœur de métier, c'est la R&D, on est éditeur logiciel, c'est le chef de projet, on est intégrateur, c'est le support parce qu'on répond à nos clients et c'est le commerce. Donc, on est parti sur ces métiers-là en se disant qu'est-ce qu'on doit faire pour eux et qu'on peut faire en interne. Et ça nous a permis de décrocher des formations et des formateurs sur le produit. Il faut qu'ils connaissent beaucoup mieux nos logiciels. Des formations sur le métier,
leur apprendre le métier du client et conjointement avec, on fait participer nos clients à ces formations-là, et sur leur métier, leur emploi de chef de projet, développeur, etc. Et donc, on conserve des bonnes pratiques de l'entreprise dans nos formations et on fait appel à des organismes extérieurs pour tout ce qui va être technologie, sujet de formation projet ou ce genre de choses. Voilà. Et donc, avec ça, on a construit notre parcours de formation interne et on a monté nos modules. Et là, à nouveau, on a fait appel à Emmanuel. C'est quand ça se complique, on appelle toujours Emmanuel. Et pour le coup, Emmanuel nous a accompagnés sur former les formateurs de notre académie pour que, voilà, vraiment, ça ne s'improvise pas de transmettre la connaissance, même en interne. Et donc, voilà. Ce qui peut être aussi intéressant, Claire, c'est de préciser que pour cette démarche-là d'identifier les parcours ont aussi été faits en co-construction dans la droite ligne de ce qui avait été fait, Oui. dans le même état d'esprit de ce qui avait été fait pour la GEPP et la démarche compétences. Ouais. Et que la base du travail, quand on a commencé à travailler dans les groupes de travail, c'était à partir des éléments de la GEPP, en fait, avec les fiches. Totalement ça, c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on a repris ce travail-là, on leur a vraiment demandé de revoir et étudier sur cette base-là qu'est-ce qu'il y avait besoin comme connaissances et sur quoi ils ont évalué des choses qui pouvaient être divergentes. Et on a cassé ce caillou-là pour pouvoir établir nos parcours de formation aussi. On va prendre deux dernières questions. Ça passe très très vite avec vous, Claire. Vous nous avez présenté là sur le métier du client, le métier. Voilà. Est-ce que ça se retrouve dans les fiches emploi ou est-ce que c'est très transverse comme vous l'avez indiqué tout à l'heure et que c'était un petit peu l'évolution? Les formations métiers et donc le triptyque, alors oui, elles se retrouvent dans nos fiches emploi, dans les compétences, etc. Mais c'est ce que je disais un petit peu in fine, ce que je changerais et ce qui est encore à bouger, c'est que ça n'est pas assez marqué dans la notion de connaissance dans nos fiches emploi. C'est-à-dire cette connaissance du métier du client, cette connaissance de la gestion de projet, cette connaissance de technologie. Et c'est un travail qu'on va mener à nouveau, un peu en projection, pour pouvoir affiner probablement cette partie-là et qu'elle puisse coller du coup avec nos formations très clairement. Alors, peut-être la dernière question, là, parce que vous avez abordé votre direction générale. Vous n'avez pas dit qu'elle n'avait pas été exemplaire, vous avez dit qu'elle n'avait pas été totalement exemplaire, mais on se dit, voilà, une question, pourquoi? Est-ce que la démarche est allée jusqu'au directeur? Est-ce que vous avez défini les emplois du directeur? Est-ce qu'ils ont été formés? Et voilà, je pense que vous aviez indiqué le sujet parce que vous n'avez pas démarré avec eux, mais… Oui, c'est ça. Alors, non, mais je vais repréciser parce qu'il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Notre direction générale, est exemplaire et ils ont leur fiche emploi. Pour le coup, elle est définie pour eux également. Elle est dans l'outil et évaluée par le groupe, là en l'occurrence. Donc voilà, ils sont totalement adhérés et rentrent dans le sujet. Et je dirais que si j'avais à refaire, je les intégrerais plutôt pour pas que il y ait un décalage dans la construction de la GEPP. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils sont arrivés un peu plus tard, et notamment pour définir les fiches emploi manager. Et il aurait fallu, pour avoir une vraie compréhension de l'outil, de comment ça marche quand on est rentré dans la définition des fonctions manager, qu'ils aient été dans le comité de pilotage et qu'ils aient compris la démarche plus tôt. Mais si, notre direction générale est exemplaire. Elle est évaluée comme tout collaborateur de l'entreprise sur sa fiche emploi également. Et du coup, la démarche de EPP ne s'arrête pas à la strat manager, mais va jusqu'au tout en haut. Ah oui, non. Alors, ils ont été en co-construction avec nous de la GEPP, ça c'est certain. Des collaborateurs aussi. Typiquement, le délégué syndical CSE était dedans et c'est un collaborateur, il n'est pas manager de l'entreprise. Donc, il y a différentes strates qui se sont retrouvées dans le projet. Et par contre, la définition de nos emplois, de nos métiers, va bien jusqu'aux collaborateurs. On n'a pas défini exclusivement les métiers managériaux. Non. Et dans les deux sens, parce que la question c'était, ça s'arrête au manager, mais en fait, ça va du collaborateur au manager au directeur. Et totalement, tout à fait. On a défini l'intégralité de nos 65 emplois dans l'entreprise. Merci beaucoup, Claire. Moi, il y a quand même deux points essentiels au-delà de cette démarche. Voilà, c'est effectivement cette démarche de
coopération que vous avez mise en place qui est essentielle. Et quelque chose aussi qui est essentiel, et bravo, et très peu y arrive, c'est votre comité de suivi, d'actualiser. Voilà, c'est vrai que le référentiel doit être vivant. Et si on ne se fait pas un point tous les ans d'actualisation, surtout dans vos métiers, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui refera un projet dans 10 ans ou dans 5 ans, et alors que ça peut vivre et vraiment être actualisé. Bravo, bravo pour ça, et ça, il faut vraiment le porter. Tout à fait. Puis on y croit vraiment. Je pense que c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie, je pense, au RH aussi quand on rentre dans cette démarche-là, parce qu'il faut y croire et être vraiment porteur aussi pour que ça marche. Mais on ne peut y croire que si c'est quelque chose qu'on ne va pas mettre au placard dans 2 ans. Et ça, c'est très important de le dire. Et pour que les collaborateurs y croient aussi, il faut vraiment qu'ils le voient, que ce ne soit pas juste des choses dont on parle, mais qu'il y ait des actes et des faits qui peuvent corroborer ces discussions-là. Et donc, le fait d'avoir ce comité de suivi, je pense que c'est vraiment une chose importante. Le fait d'avoir aussi le diagnostic amont pour embarquer les gens, nous, on avait vraiment fait notre pyramide des âges et on voyait bien que dans 5 ans, il y aurait de toute manière à se poser cette question-là. Ça aide aussi, voilà, à rentrer dans cette démarche. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une dernière étape. On a passé la période des questions. C'est peut-être les éléments clés de la démarche. Claire, vous les avez abordés. C'est plutôt de refaire une synthèse pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, on a vu que c'était une démarche qui était pour l'ensemble des acteurs, mais vraiment l'ensemble des acteurs, y compris les partenaires sociaux, ce qui permet d'avoir un avis favorable très facilement et sans beaucoup d'efforts. D'autant que c'est un outillage qui permet une démarche et un langage commun entre les collaborateurs, les managers, la direction, la DRH, les IRP. Voilà, ça fluidifie la communication et quand la communication est plus fluide, les relations aussi. Un autre élément, donc on a vu que la démarche emploi compétences permet une anticipation des évolutions des métiers du secteur et de l'entreprise, vous l'avez parfaitement dit, et aussi que ça permet aux managers et aux collaborateurs d'être acteurs des parcours professionnels, le collaborateur pour lui-même, les managers pour lui-même évidemment, et pour son équipe. C'est une tendance en plus qui est très très lourde dans la société aussi de rendre les gens acteurs. Vous l'avez vraiment mis en exergue. Et la démarche permet une approche à la fois collective des emplois, des compétences et des effectifs et un accompagnement individuel et des parcours individuels. On est vraiment sur les deux pôles. Ça permet aussi un développement des compétences et des expertises, vous l'avez dit aussi, avec évidemment un lien avec la reconnaissance et la rémunération dans le sens s'assurer d'une cohérence dans la rémunération. Et ça donne quoi dans la vraie vie? C'est tout ce que vous avez dit, Claire, en fait. À savoir, ça facilite les recrutements et les mobilités internes, ça permet d'identifier des compétences à mobiliser, de baliser des parcours professionnels en interne, que ce soit en collectif ou en individuel. Ça permet de définir des parcours de montée en compétences collectives, en cours, de disposer d'éléments concrets pour faciliter les évaluations professionnelles objectives, vous l'avez parfaitement dit, particulièrement de façon précise, à la fois quand c'est au-dessus, à la fois quand c'est en dessous, à la fois quand c'est juste au bon niveau, et c'est chouette. De disposer d'un état des lieux des métiers et des emplois, vous l'avez dit aussi. D'anticiper les évolutions des métiers et les compétences associées, vous l'avez dit aussi. Donc, en fait, voilà, c'était juste une synthèse de ce que vous avez dit. La description des emplois, la structure commune, vous l'avez dit aussi, avec des livrages, c'est-à-dire avec des bases communes de métiers, de compétences et de connaissances. Un point important, c'est une démarche qui prend du temps. Un an dans votre cas, une démarche qui peut être sur 3 mois selon la taille de l'entreprise. Ce qui est important au cadre de la mission, la préparation opérationnelle, la structuration du référentiel, c'est-à-dire tout ce temps qu'on prend pour se mettre d'accord. Quel va être le vocabulaire? Comment on va structurer les fiches emploi? Est-ce qu'on est d'accord? Ah non, mais alors comment on le ferait? Voilà. Après, ça roule. Après, on définit les métiers, les compétences en atelier. Cette phase-là de préparation pourrait dire, allez, on saute, on est d'accord, nous, entre nous, donc il faut être d'accord tous ensemble. Et on peut impliquer à cette étape la direction générale pour comprendre les usages qu'on va en faire, pourquoi on fait ça, comment on va l'utiliser, et pour embarquer tout le monde. Absolument. Dernier point, vous l'avez dit aussi, rien de nouveau du coup, cette démarche est participative.
collaborative et elle porte en elle-même sa propre conduite du changement. On pourrait se dire, oh là là, mais un an, des ateliers entre deux, je crois que pour le management, ça avait été 2 ateliers, à 4 pour les métiers où il y a le plus grand nombre d'emplois, c'est beaucoup. Oui, on peut le dire comme ça. On peut aussi se dire, bah, finalement, c'est très très peu, compte tenu de l'énergie qu'on n'aura pas à mettre ensuite et sur une durée très très longue pour essayer d'embarquer, pour essayer d'expliquer, dire mais si c'est utile, etc. Donc finalement, le temps qu'on passe à impliquer les gens, c'est certes du temps, mais c'est autant de gagner, voire beaucoup plus un démultiplicateur de temps gagné ensuite, parce que cette démarche, comme le disait Claire, elle n'a pas besoin au CSE de se battre, d'expliquer. C'est un des membres du CSE qui explique aux autres et l'avis est favorable facilement. Il n'y a pas besoin d'une longue et lourde démarche de conduite du changement parce qu'il se fait en direct dans les ateliers et les membres des ateliers ensuite qui en parlent à leurs collègues et c'est tout autant de gagner. Donc ça diffuse de façon assez naturelle. Donc c'est une énergie du début qui permet beaucoup après. Avec 2 points importants. D'une part, les participants aux ateliers ils sont choisis par rapport à d'abord, il faut qu'ils soient volontaires, on ne les oblige pas à venir. Il faut qu'ils soient en capacité de collaborer, parce que c'est des ateliers participatifs, et qu'ils aient la légitimité. C'est-à-dire qu'ils ont une bonne représentativité des emplois et des contextes d'exercice des emplois dans l'entreprise, parce que quand on dira ensuite, c'est eux qui ont défini l'emploi, ah oui, d'accord. C'est pas, non, mais qui c'est dans un coin qu'on ne connaît pas, qui a défini quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est un premier point, des participants qui apportent leur regard terrain et qui font des vraies propositions concrètes en lien avec le terrain. Et on a dit aussi une méthode et des outils qu'on apporte qui permet l'alignement des directions, des managers, des collaborateurs, vous l'avez dit, enfin tu l'as dit Claire, l'appropriation des notions et des définitions communes par tous, au point qu'ensuite, c'est un manager qui vient dire à Carmino, on ne parle pas de poste, on parle d'emploi. Ça montre bien l'appropriation. Et le partage d'une vision homogène des métiers et des compétences. Il n'y a plus à... C'est un alignement supplémentaire pour l'entreprise et par rapport à l'extérieur. Voilà, je n'en dis pas plus concernant la démarche, parce que vous avez déjà tout dit, Claire. Et je repasse la parole à Sébastien pour une présentation très rapide d'Optime, mais vraiment très rapide. On tiendra le délai, on finira bien à 10 heures. Et on laissera le mot de la fin à Claire. Évidemment. Optime, je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Donc, on est un cabinet de conseil qui existe depuis 1986. Ça change, voilà. Donc, le sens de nos missions chez nos clients, c'est vraiment de travailler à la fois sur la performance des organisations et l'épanouissement des personnes. On sait, on voit que ça va ensemble et que ça ne va pas l'un sans l'autre. Donc après, il faut définir ce qu'on parle comme notion de ce qu'on met derrière la notion de performance des organisations et puis d'épanouissement des personnes au niveau professionnel. Deux métiers historiques chez Optime. L'excellence opérationnelle, le management de projet, donc la gestion des flux, l'optimisation des flux dans l'industrie et dans les services, comment s'assurer qu'on crée le maximum de valeur et qu'on évite effectivement d'avoir des installations qui ne donnent pas le meilleur en termes de performance, et l'excellence managériale et développement RH, qui sont 2 axes qui vont vraiment avec cette excellence opérationnelle. Et puis, on a ce lien entre toutes nos offres que sont la vision stratégique, la responsabilité sociétale et la conduite du changement, en fait, sur toutes nos missions qui sont en fait complètement intégrées, puisqu'on est plus qu'une personne, on est 23 personnes, dont 20 consultants, qui faisons le lien avec nos clients. Donc, notre action, c'est vraiment la coopération, l'engagement des managers, des équipes, la co-construction, la co-responsabilité, et avec bien sûr des sujets, des techniques, des outils qui ne sont qu'au service des enjeux de nos clients et qui ne sont pas des fins en soi pour nous. Voilà pour Optime. Et une
toute petite page de pub. On travaille beaucoup sur la démarche RH, RSE, comme vous le voyez là. C'est simplement pour vous dire que sûrement en 2024, il y aura un autre webinaire sur RH et RSE. J'en dis pas plus et je laisse la parole à Claire pour le mot de la fin. Eh ben, je remercie tout le monde, surtout d'avoir été présent aujourd'hui. J'étais ravie de pouvoir partager mon expérience et peut-être essayer de donner de la compréhension sur ce sujet pour d'autres structures qui voudraient se lancer. S'il y avait besoin de compléments d'informations évidemment disponibles. Et je remercie surtout Optime Ressources parce que voilà, de m'avoir permis de faire cet exercice qui est le premier pour moi, en tout cas. Et voilà, j'espère pouvoir aiguiller et partager à l'avenir encore sur d'autres sujets avec d'autres RH. Ce sera avec grand plaisir, Claire. Un immense merci à vous, vraiment. Merci à vous tous de nous avoir rejoints, de nous avoir écoutés, d'avoir participé. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès l'année prochaine sur nos prochains événements. Et pour qu'on continue à s'améliorer et à voir ce qui vous intéresse, avant de partir, mettez-nous un petit commentaire avec ce que vous avez pensé de ce webinaire, ce que vous avez apprécié et ce que vous auriez préféré qu'on fasse autrement. N'hésitez pas, ça nous fait du bien. Absolument. Merci Encore beaucoup. merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.